Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Bonjour Éric Bégala. Bonjour. Les États-Unis sont donc entrés en guerre cette nuit. Ils ont frappé 3 sites nucléaires. On va peut-être commencer déjà, Éric Bégala, par rappeler quels sites ont été frappés et de quelle manière. Alors, il y a d'abord 2 sites qui faisaient de l'enrichissement, donc avec en cascade un certain nombre de comment on appelle ça déjà, de centrifugeuses. Voilà, le nom m'échappait quand même. À peu près 3000 sur le site de Fordo, jusqu'à 10 000 sur le site de Natanz. Ce sont des endroits qui sont situés au sud-sud-est de Téhéran, en général dans la province de Qom. Et le 3e site est au centre de la ville d'Isfahan. Lui, c'était plutôt un site qui produisait les gaz nécessaires à l'enrichissement et qui probablement stockait aussi l'uranium le plus enrichi. On a trouvé des traces d'uranium enrichi jusqu'à 83,7%. Je rappelle qu'à 90%, on peut faire une bombe nucléaire, donc on était vraiment très proche. Détruits, ça veut dire qu'ils sont allés en profondeur et c'est la raison pour laquelle ils attendaient, les Israéliens, l'intervention des Américains qui sont seuls à pouvoir faire ça. Oui, parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ces sites, particulièrement celui de Fordo, celui de Natanz aussi, sont enterrés, sont enfouis. Pour celui de Fordo, c'est très profond, c'est 80 ou 100 mètres sous la montagne. Alors, c'est renforcé par du béton armé, il y a du granit, ça ne se pénètre pas comme ça. Les Israéliens ne disposent pas du matériel militaire pour aller atteindre ces profondeurs. En fait, les seuls qui ont des armes qui théoriquement peuvent aller jusque-là, ce sont les Américains. C'est la fameuse bombe GBU-57 ou MOP pour Massive Ordnance Penetrator, engin de pénétration massif, qui normalement, je dis bien théoriquement, est capable de descendre jusqu'à 60 mètres de quelque chose qui est bien durci avant de faire explosion. Le problème, c'est qu'à 60 mètres, vous n'avez pas encore atteint les installations si elles sont à 80 mètres ou à 100 mètres. Donc il faut en mettre plusieurs, exactement au même endroit. Alors ce sont des bombes de précision. C'est ce qui a été fait ? C'est ce qui a été fait apparemment. Entre 6 et 12 bombes GBU-57 ont été tirées sur Fordo. 6 vient de dire le président Trump. 12 disait une source américaine consultée par le New York Times. Chaque avion B-2 sont des avions style aile volante dans lequel on peut mettre ce genre d'armement qui est très lourd et très important, hein, ça pèse 13 tonnes. Mais sur les 13 tonnes, vous avez que 4 tonnes d'explosifs. Le reste, c'est de l'acier ultra durci, justement pour pénétrer et aller vraiment en profondeur. On ne sait pas exactement quel est le résultat. On sait qu'il y a évidemment, alors en surface, probablement qu'il y a beaucoup de choses qui ont été détruites parce qu'en plus de ces bombes... Ça avait été déjà fortement détruit par les frappes israéliennes. Alors, le site de Fordo n'a pas été si tant ciblé que ça depuis une semaine. En revanche, celui de Natanz, oui. Toutes les installations de surface du style de Natanz sont probablement hors d'usage. C'est pas neutre, hein, tout simplement. L'alimentation électrique, il en faut pour faire tourner ces sites et elle n'existe pratiquement plus sur le site de Natanz et pratiquement plus sur le site de Fordo. On peut en être quasi certain. Quant à l'usine d'Isfahan, là, il est clair qu'elle est hors d'usage. Au moins hors d'usage, si pas complètement détruite. Justement, Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po, est-ce qu'il est possible que les Iraniens aient d'autres sites inconnus ou qu'ils aient déplacé justement des centrifugeuses entre-temps ces derniers jours ? Alors, ils ne m'ont rien dit, hein, donc je ne peux pas répondre à cette question, mais ça se dit beaucoup. Ouais. Et je dirais, ça fait partie non seulement du possible, mais également du probable. Hein. On ne le verrait pas ? La surveillance satellitaire, les moyens de l'AIEA ne l'auraient pas vu et ne l'auraient pas dit. Écoutez, les services de renseignement israéliens qui généralement se vantent et expliquent qu'ils savent plein de choses, qui prouvent que n'en ont pas fait état, ce qui prouve qu'effectivement ce n'est pas facile à détecter. Mais vous savez, on est là dans un long chapitre où l'élément dissuasion et l'élément Paris joue un rôle extraordinairement important. Les frappes en profondeur, on dit à chaque fois, et là l'AIEA le dit à nouveau, pas d'irradiation. Est-ce que c'est plausible ? Je veux dire, s'ils finissent effectivement par toucher ces centrifugeuses, est-ce que ça peut être sans dommage ? C'est pas exactement ce que dit l'AIEA. L'AIEA dit pour le moment. Oui. Et cette formule est quand même très importante. C'est ça ma question. On ne repère pas d'effets radioactifs. Mais en même temps, dès le premier jour, l'AIEA
a averti du fait que le risque était élevé. Et d'ailleurs, moi, tous les retours que j'ai depuis Téhéran montrent que c'est un élément qui contribue à la crainte, peut-être même à la panique de la population iranienne. C'est la première chose qu'on me dit lorsqu'il est question de ces frappes. On dit, mais des millions d'Iraniens sont ainsi menacés, sont l'otage permanent de ce risque radioactif qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère. Alors, il y a un risque, ça c'est absolument indéniable. L'AIEA, Raphaël Grossi a été parfaitement clair là-dessus. Mais il faut bien voir que ce qui est produit actuellement dans ces usines souterraines très profondément enterrées, ce sont des gaz, c'est de l'uranium enrichi, etc. C'est sous forme de gaz, le plus souvent. C'est un gaz qui est beaucoup plus lourd que l'air. C'est-à-dire que quelque chose qui a été frappé à 80 mètres ou à 100 mètres de profondeur aura vraiment probablement du mal à rejoindre la surface. Ça va se tasser tout simplement, comme il y a d'autres, les gaz chimiques par exemple, qu'on utilise, que Saddam Hussein a utilisé. Pareil, ça tombe au sol. Ça reste au sol, ça ne se dilue pas dans l'atmosphère, c'est beaucoup plus lourd en général que l'air, et donc le risque, on va dire, est moins important qu'une explosion dans une centrale nucléaire qui va volatiliser une masse de produits radioactifs. Bon, c'est l'accident de Tchernobyl par exemple, qui va monter jusqu'à des kilomètres d'altitude, qui va voyager sur des centaines de kilomètres, qui va retomber ensuite doucement avec la pluie. On n'en est pas là. Bertrand Badi, est-ce qu'on peut envisager que cette intervention américaine arrive à un moment où Israël stagnait un petit peu dans ses frappes et que Donald Trump a décidé de donner un coup de main, entre guillemets, à Benjamin Netanyahou? Oui, mais je ne le dirais pas exactement comme ça. C'est-à-dire que n'oubliez pas que le principe numéro 1, je dirais même le principe exclusif de la diplomatie trumpienne, qui n'est pas théorisé, qui n'a pas de doctrine, il ne faut pas aller chercher un modèle de politique étrangère, c'est tout banalement, on n'arrête pas de répéter la formule, mais on ne la comprend pas, « Make America Great Again ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire montrer que, quelle que soit l'option, elle ne peut pas se réaliser sans les États-Unis. S'il y a une option de négociation, c'est avec les Américains que ça aboutira. Et vous, les Européens, vous êtes des rigolos, vous ne comptez pas. Si c'est une option militaire, c'est très bien, vous avez choisi de faire ça, et probablement Netanyahou a voulu montrer son indépendance par rapport aux États-Unis en le faisant de son propre chef. Bah oui, mes amis, mais si vous voulez réaliser totalement la chose, vous aurez besoin de nous parce que, comme vous venez de le dire, vous ne disposez pas de tout l'arsenal nécessaire à cela. Donc, la grande erreur qu'on a commise, c'est de dire « Oh, c'est le retour de l'isolationnisme ». Ce mot n'a aucun sens dans le contexte actuel. L'isolationnisme du temps de Monroe en 1823, ça a fait sens. Maintenant, ça ne le fait pas. Make America Great Again, c'est revenir dans la peau de Nixon face à Brejnev. Et on va continuer d'évoquer le positionnement de Donald Trump avec vous dans quelques instants, Bertrand Badi. Avec vous, Éric Bégala, invité du 8h30 France Info. Ce sera après le fil info de Jeanne Mézia. Jeanne, Israël réagit au bombardement américain. C'est ce que vous nous dites à 8h40. Un tournant historique. Le Premier ministre israélien remercie Donald Trump après les bombardements américains de cette nuit sur 3 sites nucléaires iraniens à Fordo, Ispahan et Natanz. Le président des États-Unis indique avoir détruit toutes les installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran. La réaction de Téhéran ne s'est pas fait attendre. Plusieurs salves de missiles lancées ce matin sur Israël. Elles ont entre autres ciblé l'aéroport près de Tel Aviv, un centre de recherche biologique et des bases logistiques. 7 personnes sont blessées selon les secours israéliens. L'Iran, qui par la voix de son ministre des Affaires étrangères assure se réserver toutes les options pour se défendre. Encore 2 départements en vigilance orange canicule en France, le Rhône et l'Isère. La vague de chaleur se poursuit surtout dans l'est du pays. Les températures élevées qui ont des conséquences sur la production d'électricité. EDF prévoit une baisse demain à cause de la température des eaux qui servent à refroidir le parc nucléaire. Une deuxième finale consécutive en top 14 pour l'Union Bordeaux-Bègles en rugby. Victoire écrasante hier des Bordeaux et Blancs face à Toulon, 39-24. Ils rejoignent Toulouse pour essayer de décrocher le titre. France Info. Le 8h30 France Info, Bérangère Bonte, Benjamin Fontaine. Et ce matin, Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales, professeur émérite à Sciences Po. Je signale votre dernier livre, L'art de la paix, chez Flammarion. Et à côté de vous, Éric Bégala, spécialiste des questions de défense à Radio France. On parle des États-Unis après ces frappes de la nuit donc, en Iran. L'indécision de Trump, cette façon dont on a beaucoup parlé qu'il avait de dire « je me laisse 2 semaines », finalement, c'était une mise en scène pour vous ?
Mise en scène, oui, on peut dire ça compte tenu du personnage, mais je dirais ça avait sa part stratégique. C'est-à-dire que, comme je le disais il y a un instant, le grand problème de Trump... Sauf que vous dites la stratégie chez Trump, la stratégie et Trump, ça fait un peu deux, quand même. Exactement. Donc... Mais en revanche, il y a un principe. Il n'y en a pas deux, il y en a un. Il y en a un qui est celui que j'évoquais tout à l'heure du Make America Great Again, c'est-à-dire montrer que tous les chemins mènent à Washington. Et que donc, face à une crise de l'ampleur de celle-ci, il s'agissait de replacer, parce que ce n'était plus le cas, les États-Unis au centre du jeu. Il ne faut pas oublier quand même qu'au Moyen-Orient, les États-Unis ont été humiliés depuis le 7 octobre 2023. Il ne faut pas oublier que le secrétaire d'État de Biden, M. Anthony Blinken, est allé 12 fois dans la région et il est revenu à chaque fois les mains vides. Il ne faut pas oublier que depuis le 20 janvier, alors que le nouveau président annonçait qu'il allait tout régler en quelques jours, tout piétinait. Donc il y avait, plus que la stratégie, vous avez raison, cet instinct de remise de la balle au centre, c'est-à-dire chez lui. Et de ce point de vue-là, où on le fait par la négociation, ce qui avait probablement sa préférence. Pourquoi ? Parce que l'homme pouvait montrer qu'il était fort en tout, y compris en matière de paix, pour réaliser et construire la paix. Et c'était aussi une promesse qu'il avait faite à ses supporters, de faire la paix partout où il allait passer, entre guillemets. Voilà, on sait ce que valent les promesses, hein, mais vous avez raison. Simplement, je crois qu'on a mal décrypté ce message, c'est-à-dire... c'est pas la paix à tout prix. On nous a expliqué à longueur de semaine que c'était un homme d'affaires, que pour un homme d'affaires, la guerre est coûteuse. C'est pas exactement ça. La guerre est dérangeante plus que coûteuse, c'est certain, dans son esprit. Mais à partir du moment où se reconstitue la puissance américaine et son affirmation, eh bien, on l'a choisi plutôt que l'humiliation. C'est ça, Make America Great Again. Maintenant, la grande erreur, et c'est ça qu'il va falloir suivre attentivement dans les jours qui viennent, c'est quelle est la puissance de la puissance, quelle est la capacité de la puissance. Premièrement, vous pouvez porter des coups extrêmement forts à un programme nucléaire. Un programme nucléaire, il dépend d'abord de la volonté politique de ceux qui l'amènent. C'est-à-dire, dès demain ou après-demain, ils vont reconstruire ce programme. N'oubliez pas... Combien de temps il faut ? On a une idée de ça ? D'abord, il faut savoir l'ampleur des dégâts et il faut savoir l'état d'avancement de ce programme nucléaire. De fait, c'est détruit comme mais vous mettez le doigt... Il n'y a pas que les infrastructures. Il faut bien aussi voir que depuis le 13 juin, depuis le début, les Israéliens aussi visent systématiquement tous les personnels qui sont employés ou qui, à des titres divers, travaillent sur le programme nucléaire. Qu'il s'agisse de décideurs, qu'il s'agisse d'ingénieurs, qu'il s'agisse de techniciens qu'on va aller chercher chez eux, qu'on va abattre avec des missiles de précision, dévastant tout l'appartement, famille comprise, etc. Vous voulez dire, au-delà des tout premiers jours dont on avait beaucoup parlé, vous avez tapé les têtes. Tous les jours, là, en fait, on en a tué 9 de plus, eh bien, etc., etc. Pareil avec les gardiens de la Révolution, tout l'état-major, en fait, véritablement, qui est sous la coupe du guide suprême, est petit à petit visé... taper, mais on sait que qui se reconstitue aussi très vite. Il peut se reconstituer très vite, mais quand vous avez les remplaçants sont déjà prévus. Quand vous avez quand même une quinzaine des chefs principaux chefs militaires, ceux qui sont les donneurs d'ordre, parce que c'est quand même assez hiérarchisé en Iran. C'est le gardien de la Révolution qui donne l'ordre des salves de missiles. C'est pas l'armée de l'air iranienne qui d'ailleurs n'existe pratiquement plus. Hein, c'est véritablement eux. Quand vous avez tué tous les chefs, il faut des sous-chefs qui prennent leur place, etc., qui ne sont pas forcément au courant de tout, qui ne connaissent pas forcément tout de suite toutes les procédures. Donc, en fait, le programme nucléaire, c'est pas simplement les infrastructures, hein, c'est vraiment... Les hommes aussi. Oui, mais il faut faire très attention à une chose. Tout dépend de ce que l'on cherche. Vous avez raison. Mais ce que vous décrivez, d'abord, est une affaire de temporalité et non de réalité. C'est-à-dire plus ou moins long de pouvoir rétablir la ligne. Quelle est la ligne ? Est-ce qu'il s'agit d'avoir une bombe nucléaire opérationnelle ?
je ne vois pas l'utilité stratégique d'une telle chose, et ça on ne le dit pas suffisamment. J'ai toujours en tête ce que Jacques Chirac, déjà de son temps quand il était président, disait: si l'Iran a la bombe nucléaire et qu'elle l'utilise, en 3 minutes Téhéran n'existe plus. Donc, ça c'est vrai de la dissuasion de manière générale, y compris pour les Européens, pour les Américains. Parce que c'est compliqué, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Bien sûr, mais la dissuasion au Moyen-Orient, c'est quelque chose qui a une particularité particulièrement forte. C'est-à-dire que ce n'est pas une dissuasion au sens qu'on l'entendait durant la période de la bipolarité entre l'Est et l'Ouest. La grande idée de l'Iran, et ça c'est quand même légèrement en décalage par rapport à l'aventure de l'arme nucléaire dans le contexte de la bipolarité, c'est d'exister comme puissance régionale, de dire vous devez passer par moi, dans un espace qui est le Moyen-Orient où il y a un monopole de l'arme nucléaire par Israël. Et c'est pour ça qu'Israël est tellement attentif à ce chose, c'est le risque de perdre ce monopole de la détention de l'arme nucléaire. Donc c'est un calcul éminemment politique, et ça n'échappe pas à Netanyahou. On repassait hier des discours de Netanyahou à l'Assemblée générale des Nations Unies depuis qu'il est Premier ministre, c'est-à-dire depuis 2009, où chaque année, il venait avec des tableaux pour montrer que l'Iran était sur le point d'avoir l'arme nucléaire. Ça, c'était il y a 16 ans, n'est-ce pas ? Donc, on voit bien qu'on est dans une logique politique, de positionnement politique. À partir du moment où, passé ce stade, d'ailleurs on ne sait pas comment et quand il sera dépassé, que nous connaissons aujourd'hui, il suffit qu'il y ait une réaffirmation de la volonté politique iranienne pour que tout recommence comme avant, avec, je dirais, plus de rage, plus d'obstination, plus de provocation qu'avant. C'est la raison pour laquelle on est là dans l'escalade de l'inutile et de la dangerosité. Et n'oubliez pas, moi j'ai fait un livre en son temps là-dessus, que l'humiliation est un des paramètres des relations internationales. Plus l'Iran sera humilié par cet épisode, et plus sa volonté d'apparaître comme puissance régionale potentiellement nucléaire sera déterminante. Et on va justement dans quelques instants parler de la riposte iranienne possible avec vous, Bertrand Badi et Éric Biégala sur France Info pour ce 8h30. Ce sera après le fil info à 8h50 avec Jeanne Mézia, et à la une de votre fil info, Jeanne, justement la riposte iranienne ce matin. Plusieurs salves de missiles iraniens tirés en Israël. Le dernier bilan des secours annonce 16 blessés dans le pays. Ces frappes ont lieu quelques heures après des bombardements américains sur 3 sites nucléaires en Iran, ceux de Fordo, Ispahan et Natanz. Ces attaques américaines auront des conséquences éternelles, prévient le ministre des Affaires étrangères iranien. Alors que Donald Trump menace Téhéran de nouvelles attaques si l'Iran ne se dirige pas rapidement vers la paix. En réaction à ces événements, l'Irak condamne une escalade militaire qui menace la paix au Moyen-Orient, quand l'ONU appelle à éviter d'entrer dans une spirale de chaos. Aux abords des sites iraniens touchés, aucune hausse des niveaux de radiation n'a été signalée. Il n'y a pas de risque pour les habitants. Dans l'Aisne, 3 cas de plus d'intoxication alimentaire sévère recensés. 17 enfants en tout en sont victimes. Une fille de 11 ans est morte lundi. Une contamination liée à la consommation de viande de plusieurs boucheries à Saint-Quentin. 2 établissements sont fermés administrativement et l'activité de 3 autres est suspendue. France Info. Le 8h30 France Info, Bérangère Bonte, Benjamin Fontaine. Le 8h30 France Info en compagnie ce matin de Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po Paris, et Éric Biégala, spécialiste des questions de défense à Radio France. Nous évoquons bien évidemment ces frappes américaines cette nuit en Iran sur des installations nucléaires. L'Iran qui, à l'instant, estime que les États-Unis ne reculeront devant aucun crime pour soutenir Israël. L'Iran qui, dès cette nuit, dès ce matin, Éric Biégala a répliqué en lançant une salve de missiles, 27 à 30 selon les différentes informations qui nous parviennent, avec 11 blessés légers. On a le sentiment que le dôme de fer israélien laisse de plus en plus passer de missiles. C'est une impression faussée ? Non, alors d'abord, faut bien faire la distinction. Le dôme de fer n'est fait que pour intercepter des roquettes à courte portée, courte distance, voire des obus, celles et ceux que possédait le Hezbollah ou
ou les gens de Gaza, qu'il s'agisse du djihad islamique ou de Hamas. Au-dessus, vous avez un dôme supplémentaire qui est susceptible d'aller cueillir les missiles les plus puissants, les plus véloces, qui est armé par des missiles antimissiles de type Patriot, quand sont américains. Les Israéliens ont développé aussi quelque chose qui s'appelle Arrow 2 et David Sling, qui sont donc des intercepteurs de missiles à moyenne portée. Et puis vous avez un troisième dôme autour, et donc ce sont ces deux derniers dômes qui sont actifs, qui est armé par le missile antimissile Arrow 3, qui lui a été conçu justement pour intercepter un missile balistique iranien qui serait porteur d'une charge nucléaire, pour l'intercepter dans l'espace, en exo-atmosphérique, tout simplement pour qu'il n'y ait pas de retombées radioactives possibles. Alors il y aura probablement une pulsation énergétique qui fera quelques dégâts, mais ce sera absolument minime par rapport à une explosion nucléaire. Alors comment expliquer le passage de ces missiles là ce matin? C'est la logique et les tactiques de saturation. On va en tirer 100, 150. Est-ce que Israël va se permettre de tirer 250? Des fois, il faut 2 missiles pour en intercepter un. Chacun de ces missiles, des fois, ces missiles antimissiles coûtent des fortunes. On compte en millions assez vite. Est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'on se donne de quoi en garder? Est-ce qu'on estime que certains de ces missiles, en fait, vont tomber dans des endroits qui ont pas véritablement de chance de faire des dégâts, qu'ils soient humains ou matériels ou quoi que ce soit, et donc en fait on les laisse passer. Ça c'est autre chose. C'est pas forcément qu'ils sont passés au travers des mailles du filet. On a élargi les mailles du filet parce qu'en fait ces missiles leur cible potentielle n'a absolument aucun intérêt. D'ailleurs, Iron Dome fonctionne là à un niveau beaucoup plus bas dans la couche atmosphérique, exactement de la même manière. Il y a un certain nombre d'obus qu'on laisse passer tout simplement, non pas parce qu'on n'a pas réussi à les atteindre, mais parce qu'ils n'auraient aucun intérêt militaire. Bertrand Badi, combien de temps les Iraniens peuvent-ils tenir à envoyer ces missiles? On sait que des stocks importants ont été détruits par Israël, on parle d'une dizaine de jours. Alors ça, je ne peux pas vous répondre. Hein. Je ne suis pas spécialiste de cette question, et même les spécialistes n'ont probablement pas les informations. Hein. J'ai entendu dire, comme vous, effectivement, que ces stocks sont limités. Mais je dirais que ce n'est pas l'essentiel. Est-ce que cette riposte peut être cantonnée à ça? C'est peut-être ça la question. Et oui, voilà. Il y aura une riposte militaire, c'est évident, sinon l'Iran perd la face. Bon. Mais les atouts de l'Iran aujourd'hui sont ailleurs. Elles sont de deux natures. Il y a d'abord la stratégie victimaire, c'est-à-dire nous sommes victimes d'une violation caractérisée du droit international. Et ça, on va s'en servir à l'envi de ce genre d'argument, parce qu'on n'a pas été assez attentif aux réactions des événements du 13 juin et suivantes. C'est-à-dire, il y a eu une sorte d'union sacrée de l'Occident derrière Israël, mais il y a eu plus qu'une union sacrée, il y a eu une absolue unanimité dans tout le Sud global sur le plan diplomatique, en disant, mais ce qui se passe est absolument inadmissible. Et paradoxalement, l'Iran rétablit son positionnement diplomatique. Beaucoup se méfient de ce régime, et souvent à juste titre, mais en revanche, dans le Sud global, on est très attentif à ce que les règles de l'intégrité territoriale et de la souveraineté soient respectées. Et ça, c'est une riposte potentielle qui peut venir ou c'est uniquement qui vient déjà des Nations Unies. Peut-être avez-vous lu le premier rapport des experts des Nations Unies qui a été publié hier, qui est une condamnation sans appel de l'opération israélienne. Ça risque d'être la même chose de cette opération américaine. Donc c'est déjà un premier stock. Qu'est-ce que la condamnation de l'ONU, pardon, mais qu'est-ce que la condamnation de l'ONU change réellement? Oui, mais attendez. Qui est ce matin appelle à la désescalade, comme souvent. On peut dire la même chose de la décision de la Cour internationale de justice ou de la Cour pénale internationale. Il ne faut quand même pas oublier que le droit international, qui n'existait pratiquement pas jusqu'à il y a quelque temps, commence à avoir une vertu énonciatrice comme il n'a jamais eu. C'est-à-dire, on n'a jamais été autant attentif depuis 1945 à ce que dit le droit international. Ça ne veut pas dire que l'on sanctionnera... Ça n'empêche absolument pas Israël de faire ce qu'il fait depuis... Oui, mais en même temps, je me permets d'intervenir, en même temps, ça lui
enlève toute légitimité. Mais voilà, et ça c'est quand même très important. Les États-Unis en Irak, en 2003, ont vécu exactement la même tragédie. On sait comment ça s'est terminé. Vous ne pouvez plus agir sans une certaine légitimité. Le deuxième élément dont il faut tenir compte, c'est les grands équilibres économiques mondiaux. Vous avez quantité de puissance. La Chine, dont on ne parle jamais parce que c'est pas un pays occidental, la Chine a des intérêts vitaux dans, je dirais, la stabilité économique du Grand Moyen-Orient. Croyez-vous qu'elle va se rendormir? Non, la Russie elle-même est dans un jeu extrêmement complexe parce qu'hélas, la Russie, comme tout pays agresseur, tire bénéfice de l'agression menée par les autres. Ça, c'est un jeu systémique bien connu, mais jusqu'à un certain point. Donc, effectivement, tout cela nous renvoie... Donc, riposte économique, riposte terroriste à envisager, selon vous? Oui, bien sûr. Pourquoi? Avec des cibles américaines ailleurs, potentiellement d'ailleurs. Il serait temps de se réveiller. Nous ne sommes plus dans le monde d'hier, le monde des rapports de force. Le faible a de plus en plus des instruments de nuisance et de déstabilisation que le fort n'a pas. Et donc, pourquoi croyez-vous que depuis 1945, dans les guerres, c'est généralement le faible qui gagne sur le fort? Il est temps de se poser cette question. Et à quoi rime ce genre d'opération? Outre, il ne faut quand même pas l'oublier, parce qu'on n'en a pas parlé ce matin, ces centaines et des centaines d'Iraniens qui meurent et ces millions d'Iraniens qui sont dans l'angoisse absolue, mais le résultat... il risque de conforter des logiques qui sont des logiques diaboliques. On va suivre en tout cas les réactions de chaque côté israélien, côté iranien et américain et des autres puissances sur France Info. Merci beaucoup Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po Paris, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre L'Art de la paix aux éditions Flammarion. Merci Éric Bégala, spécialiste des questions internationales et de défense à Radio France. Merci Bérangère. L'info continue sur France Info.